Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire anniversaire d'indépendance de la Guinée équatoriale. Le pays a célébré ce 12 octobre ses 49 ans d'accession à la souveraineté nationale, l'occasion d'un bilan des avancées mais aussi des défis encore à relever. Au Cameroun, l'élection présidentielle aura lieu dans un an. Pas encore de date officielle, mais la sensibilisation des électeurs a débuté afin de les inciter à s'inscrire sur les listes électorales. Et le Maroc table sur la relance de son industrie textile, un secteur qui reste le 4e pourvoyeur d'emplois dans le pays. Le plan décennal devrait permettre de créer 100 000 nouveaux à l'horizon 2020. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre les 49 ans de son accession à l'indépendance. Des festivités étaient organisées à Malabo en présence du président Teodoro Obiang Massogo. L'occasion pour les autorités de dresser un bilan des progrès réalisés, mais aussi des défis, notamment celui de la diversification économique. Zahra Mamanouchou. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme chaque année, les festivités ont démarré avec une célébration religieuse en présence du président Teodoro Obiang Massogo, une cérémonie à l'issue d'une semaine riche en événements culturels et sportifs. Il s'agissait pour les autorités de rappeler le chemin parcouru depuis l'indépendance. Nous sommes un pays qui vient de loin. Ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est vraiment... Nous sommes un pays démocratique. Il y a des partis politiques qui sont créés par des citoyens. Chacun a la liberté d'opter pour la formation politique qu'il a besoin. Donc, nous pensons que le bilan, c'est tout à fait positif. Prétendre autre chose, vraiment, sont des détracteurs qui, jusqu'à maintenant, préfèrent rester hors de la Guinée équatoriale. Depuis 2 ans, la Guinée équatoriale fait face à la baisse de l'or noir. Les opérateurs des filières pétrolières et surtout du BTP ont particulièrement souffert de cette conjoncture. Une forte contraction des ressources dans le budget de l'État qui a amené à une situation de récession, d'où la nécessité d'une diversification de l'économie que le gouvernement estime prioritaire. Notre défi, c'est la diversification économique. La difficulté que nous avons, c'est parce que nous avons doté les pays des infrastructures qui peuvent nous permettre vraiment comme tout pays qui veut se développer, ils commencent par ça. Les aéroports, les ports, l'adduction d'eau, l'électricité sont les moteurs de développement. Maintenant, nous sommes en phase de mettre en place un programme de diversification économique dans la basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services, le tourisme. La Guinée équatoriale a accédé à la souveraineté nationale le 12 octobre 1968. Les autorités préparent déjà les 50 ans d'indépendance qui devraient marquer l'heure du bilan pour le pays. Au Cameroun, l'élection présidentielle aura lieu en 2018, soit dans un an. Aucune date officielle n'a pour l'instant été annoncée, mais dans tout le pays, les électeurs sont appelés à s'inscrire sur les listes électorales. La première phase d'inscription est d'ailleurs déjà en cours. Aïssatou Diamanga Besland. Le paysage politique camerounais sera marqué en 2018 par plusieurs élections dont la présidentielle, un rendez-vous électoral très important pour le pays. Même si la date précise n'est pas encore communiquée, ce moment décisif mobilise toutes les attentions. Le coordinateur du mouvement 11 millions de citoyens, Cabral Billy, est déjà sur le terrain depuis des mois. Son objectif, amener tous les citoyens en âge de voter, de s'inscrire sur les listes avant les échéances. Et nous allons en 2018 vers 4 scrutins, nous l'avons rappelé à l'envi, la présidentielle, les 2 législatives et les municipales. Au moment où nous lançons l'opération, à peine la moitié de la population en âge de voter était inscrite. Nous avons lancé l'opération. Il y a eu un engouement remarquable. C'est encore le lieu pour moi de remercier tous les compatriotes qui ont écouté l'appel que j'ai lancé. Et beaucoup de Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont mobilisés bénévolement pour faire du porte-à-porte, du B2B, tout ce que vous pouvez imaginer, pour sensibiliser un maximum de population. En dehors du scrutin électoral de 2018 qui mobilise les esprits, un autre point sensible occupe le terrain sociopolitique au Cameroun, la crise anglophone qui tourne actuellement autour d'un appel à un dialogue franc. Il faut dialoguer sur la forme de l'État, mais la proposition que nous poserions sur la table serait celle de l'État régional. Nous pensons que la crise en cours actuellement au Cameroun n'est pas une crise sécessionniste, contrairement à ce que certains veulent dire. Ce n'est pas une crise indépendantiste, non.
c'est fondamentalement une crise d'autonomie et ça ne concerne pas, contrairement à ce qu'on peut penser, que la partie anglophone. La première phase de l'inscription sur les listes électorales a été lancée en mai 2017. La deuxième débute dès le 2 janvier 2018. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Akere Mouna, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Maître Akere Mouna, vous avez donc déclaré votre candidature à la présidentielle au Cameroun, la présidentielle qui aura lieu en 2018. Une déclaration en pleine crise anglophone, alors que la situation est délicate tout de même pour le pays. Est-ce que vous ne craignez pas que cette démarche soit considérée comme opportuniste? Mais je pense que ma démarche est plutôt une solution. Il ne faudrait pas attendre, je pense que c'est une solution, mais ma démarche s'inscrit dans une logique sur ceux qui me suivent depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et je pense que à la base de ce que nous souffrons aujourd'hui au Cameroun, c'est une histoire de gouvernance qui a donc exacerbé les problèmes dans différentes régions, notamment les régions anglophones qui souffrent d'un problème de mauvaise gestion de la diversité. C'est aussi simple que cela. Les anglophones en parlent depuis plus de 40 ans, personne n'écoute. Et voilà, nous en sommes avec un pays où l'État n'est pas à l'écoute du peuple. C'est aussi simple que ça. Alors, n'est pas à l'écoute du peuple. Vous dites qu'il faut le dialogue dans le pays. Mais en 2014, vous avez remis un prix du dialogue politique au titre de l'Union panafricaine des avocats au président camerounais Paul Biya. Alors, est-ce qu'il n'est pas le mieux placé finalement, le président camerounais, pour ce dialogue? Je pense qu'il faut que chaque chose se place dans le contexte. Je m'explique. Le prix était donné par l'Union panafricaine des avocats à 3 personnes, à Kofi Annan, à Obasanjo et au président Biya, pour la résolution paisible de conflits, dans le cas de Bakassi. Le président Biya a gagné un procès, mais il a voulu négocier par dialogue avec Obasanjo, supervisé par Kofi Annan. Ça ne lui enlève rien, cela. C'était un succès et je l'en félicite. On peut aussi dire aujourd'hui, il y a Aung San Suu Kyi, il y a tous les problèmes qui concernent les musulmans, mais c'est quand même un prix Nobel de la paix. Je pense qu'il faut rester les choses dans les contextes et tout mélanger. Et je pense que aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce que j'appelle le dialogue horizontal, que les Camerounais se parlent, qu'ils décident ce qu'ils veulent. Bon, ceux des détracteurs qui veulent aller chercher dans l'histoire, on peut trouver ce qu'on veut. Alors vous êtes candidat, Maître Akere Mouna, candidat déclaré pour cette présidentielle en 2018. Quelles sont les propositions concrètes que vous proposez aujourd'hui et qui sont différentes, on va dire radicalement différentes, de celles proposées par le gouvernement actuel? Et on a un État en panne. On a un pays qui est complètement capturé par quelques oligarques qui roulent pour eux-mêmes. On a un peuple qui a complètement perdu la confiance en son gouvernement. On a deux cultures qui vivent très mal ensemble parce qu'on a tenté de les épouser. On a tenté de faire du Cameroun anglophone et francophone d'un partenariat entre le cavalier et le cheval. Et vous avez des solutions concrètes pour ce problème? Bien sûr, je pense que c'est pas magique. Il y a un traitement, je dis bien traitement, je pèse mes mots, systémique. Il y a un traitement éthique. Il y a un traitement de moralisation et un traitement, n'est-ce pas, de gestion du pays. Ça va être fait dans un programme détaillé. Ce n'est pas ici qu'on peut le faire. Maître Mouna, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Le Maroc mise sur son industrie textile. Le secteur est le 4e pourvoyeur d'emplois du royaume chérifien. Et grâce au plan décennal lancé en 2015, les exportations de textiles ont augmenté de 9%. Un plan qui doit également permettre de créer 100 000 nouveaux emplois. Ashley Duprat. Le gouvernement marocain souhaite redynamiser son industrie textile. En 2015, le ministère de l'Industrie a lancé un plan décennal visant à créer 100 000 nouveaux emplois et à tripler les revenus d'exportation actuels à 90 milliards de dirhams. Un projet ambitieux et qui porterait déjà ses fruits. On l'a lancé en 2015 avec un objectif de création de 100 000 en 2020. Après moins de 2 ans, on a déjà 44 000 postes d'emploi qui vont être créés grâce à ces projets d'investissement. Et donc, nous sommes sûrs d'être compétitifs sur le marché international. Et nous sommes sûrs de maintenir cette compétitivité sur le long terme.
L'industrie a connu un grand succès après le démantèlement de l'accord multifibres en 2004. Cet accord imposait des quotas sur les exportations de textiles et de vêtements des pays en développement vers les pays riches. Bien que ce démantèlement soit une véritable opportunité pour le pays, pour pouvoir rattraper le leader du textile chinois, des efforts seraient encore à faire. Aujourd'hui, les vêtements vendus sur le marché sont de bonne qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence se situe au niveau du design et de la qualité. Le Maroc doit abandonner la sous-traitance qui représente 60% de son activité dans l'industrie textile. Le Maroc doit s'orienter vers des vêtements modernes et à la mode. Malgré tous les défis qu'il rencontre, le secteur du textile reste l'un des piliers de l'industrie marocaine. En 2016, son chiffre d'affaires représentait plus d'un quart des exportations du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.